Dans cette présentation orale, Marion va évoquer la recherche collaborative qui nous réunit depuis plus ou moins longtemps à partir de son vécu. Puis Laetitia, Chahinez et Elsa aborderont les effets du travail collaboratif sur l'évolution de leurs pratiques. Les enseignants-chercheurs, quant à eux, concluront en revenant à la thématique du congrès. Je participe au groupe de recherche depuis ses débuts, qui correspondent d'ailleurs à peu près à mes débuts en élémentaire. J'ai donc pu voir la collaboration avec les chercheurs évoluer d'année en année, ainsi que la méthodologie qui s'est précisée, notamment dans le choix des vidéos de classe à partir desquelles nous échangeons. Les extraits aujourd'hui sont plus ciblés, plus courts. Au départ, c'est la question de l'évaluation mathématique qui nous avait été proposée. S'approprier cet objet n'a pas été facile pour moi parce que j'avais un a priori plutôt négatif au départ sur une évaluation sommative. Or, ce qui nous intéresse, nous les enseignants, ce sont les apprentissages. Donc l'évaluation, c'est pas intéressant, c'est long, c'est compliqué, ça stresse les élèves, ça énerve les enseignants, ça nous renvoie à nos propres échecs d'enseignement. Finalement, c'est ce travail de co-analyse qui m'a permis de m'approprier la question de l'évaluation comme un moyen de faire progresser mes élèves. Parce qu'elle est en classe au quotidien, parce que c'est un regard, une écoute qui subordonne les interactions et les étayages en classe. Cette année, notre collaboration se poursuit sur un thème qui a été choisi collectivement à propos de la résolution de problèmes. On est toujours dans l'analyse des pratiques des enseignants et l'analyse des difficultés des élèves, adossée à l'analyse de leurs erreurs. Car comme dit Eric, un des chercheurs, enseigner la résolution de problèmes, c'est comprendre les problèmes des élèves. Ainsi, la description de nos gestes professionnels et l'approfondissement de nos conséquences en mathématiques lors des entretiens individuels ou en séance collective, se fait sur des objets qui varient à partir des tensions qui nous sont propres et des dilemmes que nous partageons. J'ai trouvé d'ailleurs que l'analyse des pratiques s'est particulièrement enrichie à partir du moment où nous avons commencé à utiliser une ressource pédagogique commune. En effet, celle-ci nous libère de la programmation, de la construction des séquences et du fait de trouver les principales tâches à proposer aux élèves pour un objectif visé. Si cela ne nous dégage pas des questions relatives au déroulé des séances, les questions de détaillage auprès de nos élèves, de l'évaluation de l'efficacité de nos actions, ça nous permet de focaliser nos échanges de façon microscopique sur nos gestes et d'interroger précisément notre professionnalité par nos différences ou en miroir nos ressemblances. J'ai ainsi pu, au fil des années, apprendre à mieux comprendre l'activité de l'élève en numération et à présent en résolution de problèmes et à cibler davantage les enjeux d'apprentissage à partir d'un regard plus aiguisé sur leur connaissance du moment. Et même si je reste encore démunie face à des élèves très fragiles, j'ai à présent un panel de choix d'étayage du plus au moins guidant, ou l'inverse, du moins au plus guidant, pour les aider en relation avec mes connaissances pour repérer et interpréter les obstacles qu'ils rencontrent. Pour ma part, les débats entre collègues et chercheurs que nous avons sur les difficultés des élèves en confrontant les pratiques de classe me poussent à me questionner sur mes manières d'être, de penser, de faire et m'aident à développer des gestes empruntés aux collègues ou suggérés par les chercheurs. En ce qui concerne l'évolution de ma pratique, je vais témoigner ici de 3 éléments saillants. Tout d'abord, mes connaissances en didactique des maths se sont affinées et j'ai l'impression que je perçois mieux les objectifs des séances, notamment en interprétant plus aisément la ressource pédagogique. C'est ainsi qu'est née chez moi, entre autres, une attention particulière sur le sens des écritures mathématiques, ainsi qu'une réflexion sur la façon de présenter les problèmes aux élèves. Ensuite, lors de ma première année au Léa, les analyses de séances et les regards croisés essentiellement entre ma collègue Marion et Aline, une des chercheuses du groupe, m'ont surtout interrogée sur les phases collectives orales. En début de carrière, celles-ci étaient longues, elles se ressemblaient beaucoup et n'étaient donc pas toujours efficaces. Aujourd'hui, j'ai l'impression de mieux les organiser en choisissant les élèves et mes outils en fonction de l'objectif que j'ai en tête. C'est-à-dire si je veux rappeler un savoir ou bien revenir sur une difficulté pour y remédier ou encore synthétiser ce qui a été mis en valeur pendant la phase de recherche des élèves. Enfin, plus récemment, et davantage lié au travail collaboratif de cette année en résolution de problèmes, je me questionne sur l'activité
de l'enseignant quand les élèves sont en recherche. Au lieu de proposer un étayage qui interviendrait trop rapidement auprès de ceux que je présume en difficulté, en donnant par exemple du matériel qui d'ailleurs ne les aidera pas forcément, j'essaye de prendre un temps d'observation pour mieux cerner là où est la difficulté afin d'avoir un geste d'étayage plus ciblé et mieux adapté. Dans le cas de la résolution de problème, je me demande si l'élève rencontre davantage une difficulté de compréhension de l'énoncé ou de repérage de la question, ou encore si c'est une difficulté de représentation de la situation ou de calcul. Ce qui est particulier dans mon cas, c'est que j'ai intégré le dispositif de recherche en même temps qu'a débuté ma carrière. J'avais alors des références théoriques, des représentations, mais finalement très peu de gestes ancrés dans ma pratique. J'ai donc immédiatement vécu ces moments d'échange et de collaboration comme un espace sécure, dans lequel nous avions tous un objectif commun, comprendre ce qu'il se passe pour nos élèves et analyser nos pratiques pour mieux les aider. Le fait de pouvoir m'appuyer sur une ressource m'a permis de mieux travailler la compréhension des enjeux didactiques et des savoirs en jeu et de placer ma loupe sur la compréhension des difficultés que peuvent rencontrer les élèves dans l'objectif d'y apporter l'approche la plus adaptée. Je crois toujours avoir eu conscience de l'importance des mots que l'on emploie dans le domaine des mathématiques, notamment lorsque l'on présente une situation problème, mais sans vraiment comprendre à quel endroit placer cette vigilance. Du coup, j'optais pour la stratégie du moins, par crainte de trop en dire et de tuer le problème dans l'œuf. De fait, j'avais une représentation plutôt négative du guidage pas à pas que je voyais comme une succession de tâches dictées aux élèves qui rassuraient l'enseignant parce que l'élève irait au bout de la tâche sans réellement comprendre le sens de ce qu'il fait. C'est à l'issue de nombreux visionnages de vidéos, d'échanges avec les acteurs du Léa et en expérimentant auprès des élèves que j'ai pu déconstruire la représentation négative que j'avais de cette forme d'étayage. À présent, je ne la vois plus forcément comme un guidage vide de sens pour l'élève, mais comme possiblement une feuille de route qui guiderait des élèves qui, tout en ayant conscience de la destination, ne savent pas comment s'y rendre. Mon questionnement s'est donc déplacé et ma vigilance concerne à présent le fait de choisir le bon moment pour utiliser cette forme d'étayage et de le faire envers les élèves qui pourraient en tirer parti. D'ailleurs, c'est aussi ce type de réflexion que j'ai développé à propos du matériel en mathématiques, avec le fait de ne pas le donner systématiquement et surtout de bien le choisir. Les jetons, le nombre de barquettes, les bandes numériques, etc. Merci. Pour commencer, je vais partir de la définition commune que mes collègues et moi avons du métier, à savoir faire réussir l'ensemble de nos élèves, qu'ils soient performants ou au contraire en difficulté. Personnellement, je ne pense pas que l'on puisse apprendre à le faire sur le tas par simple imitation ou seul dans les livres sans avoir des temps de mutualisation et de confrontation entre professionnels en partant de ce qu'on fait pour de vrai dans les classes. C'est ce que m'offre l'équipe de cette école et le Léa pour comprendre comment comprennent les élèves, car c'est ma préoccupation depuis toujours. Dans cette perspective, le travail avec les collègues et les chercheurs m'a permis de prendre conscience que la tension quotidienne que je vis à propos du fait d'utiliser en classe les termes savants tout en reprenant les mots des élèves ne m'est pas propre. Cela m'a rassurée, mais surtout cela m'a permis de décaler mon regard sur mon langage en cherchant à comprendre ce que les mots des élèves me disent des concepts en construction. Cette tension est devenue un vrai objet professionnel de discussion sans jugement de qui est libérateur et déculpabilisant. Plus largement, travailler avec le Léa, pour moi, c'est avoir un accès privilégié à ma propre pratique, notamment par les entretiens d'autoconfrontation simples ou croisés. Ça a été l'occasion de valider des gestes professionnels auxquels je crois et de réaliser que je les mobilisais sans m'en rendre compte, comme le fait par exemple d'utiliser le pronom nous en classe. Ça a été aussi l'occasion de valider des gestes porteurs pour les élèves, mais que je faisais presque en silence et honteusement à cause d'injonctions que je m'étais données. Je pense ici aux gestes de monstration. Plus particulièrement dans le contexte de l'école Danton, alors qu'il faut faire le grand écart entre des élèves très performants et des élèves particulièrement éloignés des savoirs et de la culture scolaire, le collectif me donne des clés pour penser les aides disponibles en classe, de manière à ce que tous osent se lancer dans la tâche en gagnant en confiance en eux et en autonomie d'action. Cela m'a permis dans un premier temps d'élargir mon panel en complétant mes aides matérielles avec des aides langagières, qu'elles soient orales comme corporelles, et plus récemment, au moyen d'aider les élèves à étendre leur posture de chercheur en français vers les mathématiques.
Pour conclure cette présentation, soulignons que pour relever le défi de l'hétérogénéité didactique au quotidien, les dilemmes des enseignants relatifs au savoir à enseigner qui sont repérés, discutés, solutionnés au sein du collectif mixte intéressent finalement les notions d'équilibration de la TACD. On peut remarquer ainsi que les effets du travail collaboratif sur les pratiques des enseignantes concernent le fait de trouver des compromis au service de tous leurs élèves entre tout dire et tout montrer, et en dire et en montrer le moins possible, en ce qui concerne par exemple les procédures en mathématiques, des compromis entre réactiver des connaissances et mobiliser des formats de tâches connus et à introduire de nouvelles connaissances et de nouveaux formats de tâches relativement au contenu d'enseignement, enfin des compromis entre mobiliser des niveaux de formulation approximative et imagée des savoirs visés et les dénommer avec le lexique spécifique à propos des caractéristiques des supports, des outils et du langage de l'enseignant. L'existence d'un tel ethos professionnel de l'exercice quotidien du métier, basé sur une disponibilité de chaque instant à écouter et à chercher à comprendre chacun des élèves afin qu'ils apprennent, participe pour nous de la reconstruction de la forme scolaire. Enfin, il nous semble que la façon dont nous faisons de la recherche collaborative y contribue aussi sous deux autres aspects, la conception de dispositifs didactiques et une compréhension partagée des dilemmes vécus en classe par les enseignants entre des préoccupations relationnelles, pragmatiques et épistémiques, mais aussi une connaissance des connaissances mathématiques, didactiques et transversales qui fondent l'arbitrage de ces dilemmes, ce qui nous semble fécond pour renouveler la formation des enseignants.